Quand je dis 2008, t'as probablement cette idée en tête. Toute la planète finance s'écroule. Paris, moins 7,73. Tokyo, moins 9,62. Même onde de choc à Hong Kong. Le Dow Jones coté en baisse, moins 7,33. Son plus bas niveau depuis 5 ans. La quatrième banque d'affaires américaine est en faillite. Que la fameuse crise des subprimes. Mais imagine maintenant que 18 ans plus tard, le même jeu se rejoue ailleurs, avec d'autres joueurs et d'autres méthodes. Alors d'abord, pour comprendre, il faut voir ce que c'est le crédit privé. En gros, c'est juste des fonds qui vont prêter aux entreprises à la place des banques. Alors jusque-là, rien d'inquiétant. Mais alors, il est où le problème ? Parce que là, on va parler d'une entreprise qui s'appelle Tricolor. Et Tricolor prêtait de l'argent à ses clients pour qu'ils achètent une voiture. Pour continuer à prêter, Tricolor, elle avait elle-même besoin d'argent. Et du coup, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait voir des investisseurs et elle leur disait en gros, prêtez-moi de l'argent et si j'arrive pas à vous rembourser, vous allez récupérer tout ce que mes clients me doivent. En septembre 2025, Tricolor dépose le bilan. Et après une investigation, le gendarme de la bourse américaine, qu'on appelle aussi la SEC, se penche sur ses comptes. Et ce qu'il y trouve, c'est que Tricolor aurait fait cette promesse à plusieurs prêteurs. Donc plusieurs personnes pensaient être protégées par le même argent. Sauf que la fraude, c'est pas vraiment la partie qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il a fallu une faillite pour que tout ce système se voit. Et Tricolor, là, c'est une seule entreprise. Et aujourd'hui, on va parler d'un marché qui pèse entre 1500 et 2000 milliards de dollars. Autant que le marché des subprimes américains avant la crise. Alors la question que beaucoup de personnes se posent, c'est comment autant d'argent peut circuler avec aussi peu de visibilité. Et pour y répondre, on va revenir 18 ans en arrière. Alors tu connais la version courte de 2008, des crédits immobiliers pourris, empaquetés puis revendus et un système bancaire qui explose, mais tu connais aussi la suite. On a tout réglementé avec plus de capital, plus de liquidité pour rendre les banques plus difficiles à casser. Et ça a marché. Les banques sont nettement plus solides qu'en 2007, mais sauf que quand tu rends une activité plus coûteuse pour une banque, elle ne fait pas disparaître cette activité. Quelqu'un d'autre va juste la récupérer. Et en mai 2026, la vice-présidente chargée de la supervision de la Réserve fédérale américaine donne un chiffre très intéressant. En 2015, les banques représentaient 48% du crédit aux entreprises aux États-Unis. Et en 2025, elles ne représentaient plus que 29%. Presque 20 points de perdus, partis ailleurs en l'espace de 10 ans. Et cette place, c'est évidemment les fonds qui l'ont prise. Ils collectent l'argent de gros investisseurs et ils le donnent directement aux entreprises. Avant ça, le schéma tenait en 2 cases. Tu avais une banque et une entreprise. Sauf que maintenant, il y en a 3. Il y a des investisseurs, il y a un fonds et puis il y a une entreprise. Donc la réalité, c'est que le risque n'a jamais quitté le système financier. Il a juste déménagé. Et à cette nouvelle adresse, le cadre réglementaire est assez différent. Il y a beaucoup moins de transparence publique et beaucoup moins de gens le regardent. Mais si ce marché a autant grossi, c'est aussi parce que les investisseurs avaient de très bonnes raisons d'y mettre leur argent. Un fonds veut 2 choses. Il veut du rendement et peu de mauvaises surprises. Alors les obligations d'État lui donnent la tranquillité, mais pas de rendement. Les actions lui donnent le rendement, mais aussi des années à moins 30% qu'il faut expliquer à un conseil d'administration. Et le crédit privé, lui, promet autour de 9 à 10% avec une courbe beaucoup plus calme que les actions. Et forcément, avec ça, les gens achètent. Les fonds de pension d'abord, les assureurs ensuite, puis les particuliers fortunés via des fonds accessibles avec des tickets de plus en plus petits. Sauf que cette stabilité ne vient pas seulement des prêts eux-mêmes, elle vient surtout d'une différence notable avec les actions. Parce que quand tu regardes ton ETF, le prix que tu vois, c'est une vraie transaction. Quelqu'un a vendu et quelqu'un a acheté. Alors ça peut être désagréable quand ça baisse, mais c'est juste une information. Sauf que dans le crédit privé, cette transaction n'existe tout simplement pas. Le prêt reste dans le fond jusqu'à son échéance des années plus tard. Alors comment est-ce qu'on lui donne une valeur ? Le gérant applique un modèle, il regarde la santé de l'entreprise, les taux, les comparables et il en déduit un chiffre. Alors ce chiffre, il est pas malhonnête, il est audité, encadré et revu par plein de gens. C'est pas un prix, c'est juste une opinion. Une opinion, ça peut rester très calme pendant que la réalité, elle, se dégrade. Parce qu'imagine une entreprise qui doit payer 10 millions d'intérêts mais qui commence à manquer de cash. Alors son contrat peut lui permettre de ne pas sortir ces 10 millions tout de suite et va s'ajouter simplement à ce qu'elle doit déjà. Donc sa dette va passer de 100 à 110. Et ça s'appelle du PIK, Payment in Kind. Mais sauf que là, quelques années passent, maintenant il faut rembourser les 110, sauf qu'elle a toujours pas l'argent. Alors le prêteur peut encore lui donner du temps et repousser l'échéance, et ça, c'est l'amend and extend. Et tu vois ce qui est vraiment en train de se passer. On gagne du temps, puis encore du temps, sans que l'entreprise ait réellement sorti de l'argent. Et pendant ce temps, le fonds peut déjà avoir comptabilisé des intérêts qu'il n'a même pas encore reçus. Et ce genre de situation est loin d'être rare. Le Fonds monétaire international a regardé les emprunteurs de ce marché, et fin 2024, plus de 4 sur 10 ne généraient pas assez de cash pour se financer eux-mêmes. Fin 2021, on était à 1 sur 4. Malgré ça, la valeur affichée du fonds peut à peine bouger. Et en 2008, un des problèmes centraux était que plus personne ne savait ce que certains actifs valaient. Sauf que maintenant, il n'y a même pas de marché où tu peux voir les prix bouger en direct.
Tant que personne ne cherche à vendre, ça peut rester comme ça très longtemps. Le vrai test arrive quand quelqu'un veut récupérer son argent. Parce qu'il y a un décalage assez simple, les entreprises empruntent cet argent pour plusieurs années, et certains fonds permettent aux investisseurs de demander à sortir tous les 3 mois. Alors évidemment, le fonds ne peut pas rendre tout l'argent d'un coup, alors il fixe une limite, généralement pas plus de 5% du fonds par trimestre. Et donc tant que peu de personnes veulent sortir, personne n'y pense. Au printemps 2026, ça change. Dans le plus gros fonds de crédit privé américain ouvert aux particuliers, les demandes de retrait finissent par approcher 10% du fonds en un seul trimestre. Sauf que comme on vient de le dire, la limite est à 5%. Donc si tout le monde veut sortir en même moment, tout le monde ne récupère pas tout son argent. Une partie est servie, et puis pour le reste, il faut juste attendre la prochaine fenêtre. Et c'est là que la différence avec 2008 devient intéressante. Parce qu'en 2008, quand les investisseurs ont voulu sortir, ils ont vendu, puis les prix se sont juste effondrés et le problème est devenu visible immédiatement. Sauf que ici, le chiffre affiché par le fonds peut à peine bouger. Donc ce qui apparaît d'abord, c'est pas une chute de prix, c'est une file d'attente. Alors est-ce que je suis en train de te dire que tout va casser ? Non. Après les faillites de l'automne 2025, Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, a sorti une phrase qui a beaucoup circulé. Quand on voit un cafard, il y en a généralement d'autres. Alors le secteur lui répond que c'est des cas isolés. Pour l'instant, les chiffres donnent un peu raison aux deux. Les défauts ont augmenté, mais les pertes restent contenues et surtout très concentrées. Donc non, à ce stade, on n'est pas face à une crise systémique. Et honnêtement, tu pourrais t'arrêter là. Parce qu'après tout, ces investisseurs savaient qu'ils achetaient quelque chose de moins liquide. Et surtout, contrairement à 2008, ce risque n'est plus directement dans les banques. Sauf que c'est pas vraiment vrai. Souviens-toi du schéma de tout à l'heure. Des investisseurs, un fonds et une entreprise. Il manque juste une flèche. Les banques financent elles-mêmes une partie de ces fonds. Et First Brand l'a bien montré. Quand l'entreprise s'effondre en automne 2025, on retrouve dans son financement des banques, des prêteurs privés et des montages hors bilan, tous reliés les uns aux autres. Et c'est pas seulement un accident. Dans certains cas, la réglementation rend même ce détour plus avantageux pour les banques. Il peut leur coûter moins cher en capital de financer un fonds que de prêter directement à une entreprise. Donc les banques prêtent moins directement aux entreprises, mais elles financent ceux qui ont pris leur place. Alors on n'a pas vraiment sorti le risque des banques, on a juste mis un intermédiaire. Et jusqu'ici, tout ça peut sembler très américain, sauf que c'est plus le cas. En juin 2026, un grand gérant suisse limite à son tour les retraits sur un fonds destiné aux particuliers fortunés. Et ce fonds ne fait même pas de crédit privé, il fait du private equity. Et en Europe, de plus en plus de particuliers commencent justement à avoir accès à ce type d'actifs. En France, certains profils de gestion pilotée en assurance vie doivent désormais intégrer une part d'actifs non cotés. Alors ça veut pas dire que ton assurance vie est remplie de mauvais prix américains, ça veut simplement dire que des actifs autrefois réservés aux professionnels arrivent progressivement dans l'épargne classique. Et avec eux viennent aussi les contraintes. Ils sont plus difficiles à vendre, leur valeur est souvent estimée et les sorties peuvent être limitées. Et maintenant on peut revenir à la question du début. Est-ce que le crédit privé est vraiment pire que 2008 ? Si on prend en compte juste la taille, on est déjà dans les mêmes ordres de grandeur. Entre 1500 et 2000 milliards de dollars de crédit privé dans le monde, contre un peu plus de 1000 milliards de subprimes américains avant la crise. Mais les comparer directement, ce serait une erreur. Les banques sont beaucoup plus solides qu'à l'époque, et pour l'instant, le stress reste concentré sur une partie du marché. Mais il y a une différence qui, elle, me paraît importante. En 2008, quand le système commençait vraiment à casser, les prix finissaient par le montrer. Sauf qu'ici, une partie du problème peut rester beaucoup plus discrète. Et c'est ça qui rend ce marché si difficile à lire. Pas forcément parce qu'il est plus dangereux qu'en 2008, parce que le signal peut arriver beaucoup plus tard. Et donc, si tu veux vraiment savoir si la situation se dégrade, il y a 3 choses importantes à regarder. Est-ce que de plus en plus d'investisseurs demandent à sortir ? Est-ce que de plus en plus d'entreprises repoussent leurs paiements ? Et surtout, est-ce que les problèmes commencent à remonter vers les banques et les assureurs ? C'est ce dernier point qui fait vraiment changer la nature du risque. Et toi, il y a quelque chose de plus simple que tu peux faire. Si tu as une assurance vie ou un produit géré pour toi, ouvre ton contrat et regarde s'il contient des actifs non cotés. Et surtout, regarde dans quelles conditions tu peux récupérer ton argent. En 2008, quand le problème est devenu visible, il était impossible à rater. La prochaine fois, le premier signal sera peut-être beaucoup plus banal. Ce ne sera pas un graphique qui va s'effondrer, juste de plus en plus de personnes vont vouloir sortir et de moins en moins de place pour passer.